vie de mon père. Voilà. Et de la vie des choses qui vient de me dire, alors que comme j'avais dit hier soir, j'ai dit je l'ai harcelé pendant des mois, et là il vient me dire la raison pour laquelle son père a sans doute quitté aussi Genève, c'était parce que sa femme voulait se rapprocher de Paris, parce que c'était compliqué de faire le voyage Genève-Paris. Germaine Zivy était orpheline et elle avait un frère qui était installé à Paris. Et donc, elle a poussé aussi son mari à partir à Bruxelles, parce que Bruxelles-Paris, c'était quand même plus simple au niveau des transports. Monsieur Blanc. Juste un petit mot. Alors, sans aucun doute, c'est certainement la raison essentielle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'assez paradoxalement, si M. Ginsburger avait beaucoup plus de difficultés à s'intégrer donc dans cette société genevoise au sein de cette communauté juive, ce ne fut pas le cas pour votre maman, qui était extrêmement appréciée. Et c'est vrai qu'en 1919, lorsque le grand rabbin revient à Genève marié, il fonde aussi certains espoirs, c'est vrai, du fait qu'il arrive à ce moment-là dans une vie de couple, et il espère effectivement que ça va peut-être favoriser cette fois-ci son intégration. Ça va pas être le cas en ce qui concerne les relations qu'il va toujours entretenir conflictuelles avec la communauté. Par contre, votre maman, elle est extrêmement appréciée, c'est vrai, en particulier parce qu'elle joue un rôle assez important dans les œuvres d'entraide. Et donc, elle, c'est que tu avais beaucoup de peine que les Genevois se séparent. Ma mère avait donc demandé à mon père de revenir plus près de Paris. Il faut dire que ma mère avait, pendant la guerre, été infirmière ambulancière pendant toute la guerre et que j'ai encore ses diplômes à la maison. Une fois arrivée à Bruxelles, elle est tombée malade très rapidement. Et mon père, en 1929, donc après son décès en décembre 1928, a préféré quitter la Belgique. Et il faut voir aussi pourquoi il est devenu grand rabbin. S'il était à Héricourt et il suivait tranquillement les cours primaires de l'école d'Héricourt. Et l'instituteur a dit à mon grand-père, écoutez, ce garçon est très intelligent et il comprend rapidement, il faut en faire un rabbin. Donc, mon grand-père a dit, puisqu'il faut en faire un rabbin, on va l'envoyer à Paris, au Talmud Torah, et après le Talmud Torah, il passera ses diplômes successifs pour être d'abord rabbin, puis ensuite grand rabbin. Parce qu'à l'époque, il fallait avoir 2 doctorats pour passer de rabbin à grand rabbin. Une fois installé à Bayonne, avec une tradition qui était la tradition ashkénaze. Donc il a fallu qu'il apprenne la tradition portugaise, ou l'espagnol portugaise. Et c'est le commandant Pereire, qui était très connu dans la communauté pour avoir fait la guerre du Tonkin, qui lui a appris tous les airs portugais ou hispano-portugais de Bayonne. Alors il faut dire qu'il y a 3 synagogues hispano-portugaises, dites les 3B, Bayonne, Bordeaux et Buffo. Sachant aussi que à Buffo, les femmes ne sont pas situées du même côté que les hommes. À Bayonne et à Buffo, les dames sont sur le côté droit, alors qu'à Bordeaux, elles sont sur le côté gauche. On n'a jamais su d'ailleurs pourquoi. Ici, il faut aussi se rendre compte des constructions des synagogues. Les synagogues judéo-hispano-portugaises ont une théba, c'est-à-dire l'endroit où se place le ministre officiant, à peu près au centre des fidèles.
alors que dans le rite ashkénaze, la même chose d'ailleurs qui se produit à Biarritz, le ministre officiant est juste devant la théba. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes d'audition parce que les synagogues ont été construites pour que quand on parle dans le centre, tout doucement, on entend très très bien dans tout l'édifice. Alors que quand le ministre officiant est placé juste devant la théba, sa voix se réfléchit sur la théba et on comprend que la moitié de ce qu'il dit. Une fois installé à Bayonne, mon père a appris relativement rapidement les airs. Et il faut aussi se rendre compte qu'à mesure que le temps passe, les judéo hispano-portugais ont tendance à disparaître. Petit à petit, l'espagnol disparaît des prières. Alors qu'à Bayonne, quand j'étais à Bayonne, il y avait beaucoup de prières en espagnol, en particulier les Haftarot d'Ab, alors que maintenant, à Paris, personne à Buffon n'est capable de faire ou de lire, même pas de les lire, de lire les Haftarot en espagnol. En ce qui concerne aussi les constructions, la synagogue de Lausanne et la synagogue de Buffon ainsi que celle d'Arcachon d'ailleurs, ont été construites grâce aux dons de monsieur Osiris Ifla. Et c'est pour ça qu'elles se ressemblent un petit peu. Celle d'Arcachon étant d'ailleurs toute petite, et celle de Buffon relativement beaucoup plus grande. Maintenant, on peut, pour finir, parler de ce qui se passe pour tous les juifs dits Maran, dont on n'a pas encore beaucoup parlé, et qui sont donc restés en Espagne et au Portugal en se disant catholiques et en pratiquant en secret le judaïsme. Ce qui fait que notre concierge à Paris, elle s'appelle Madame Pedrosa. Cette Madame Pedrosa, c'est une Portugaise. Et elle nous a expliqué que sa grand-mère, à Pâques, elle faisait le ménage complet et elle nettoyait complètement sa maison pour qu'il n'y ait plus de pain. Et on se rend compte comment petit à petit le judaïsme hispano-portugais dans ces pays a disparu. Sachant que c'est en 1954 seulement que le RM sur l'Espagne a été levé parce que le roi d'Espagne a supprimé le décret d'Isabelle la catholique. Ça a pris quand même quelques années, hein. Et donc les Juifs n'avaient pas le droit de rentrer en Espagne. Ils le faisaient un petit peu au passage, mais il n'y avait pas d'installation juive en Espagne. Et c'est maintenant, le judaïsme espagnol a tendance à se développer parce que là en Afrique du Nord, beaucoup de juifs marocains et algériens qui parlaient encore espagnol parce qu'ils venaient d'Espagne. Et ils parlaient encore espagnol, moitié français, moitié espagnol. À Buffon, on en a connu un certain nombre, parce que tous ces gens-là, petit à petit, ils se sont adaptés à la religion catholique, mais ils pratiquaient le judaïsme en secret, enfin la partie un peu cachée du judaïsme. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bon, écoutez,
la séance est bientôt terminée. Simplement, je voudrais quand même dire quelques mots sur l'ouvrage qui vient d'être publié. Hein. Donc, cet ouvrage m'a été remis il y a quelques années par monsieur Philippe Gainsbourger, le manuscrit, puis un autre manuscrit qui m'a permis de compléter celui dont il manquait un certain nombre de pages. Je voudrais dire par rapport à cet ouvrage, je veux dire que c'est toujours compliqué de présenter un ouvrage parce que c'est aussi raconter des rencontres. Rencontre avec M. Gainsbourger, rencontre avec M. Philippe Gainsbourger, rencontre avec M. Bernard Gainsbourger, Madame Schlanger, la fille de la petite fille du grand rabbin, qui m'a fourni toute une série d'archives photographiques et qui s'est découvert une passion pour les archives. Donc je veux dire, c'est pour ça que c'est toujours un peu compliqué. Mais enfin, l'ouvrage que certains d'entre vous ont acquis est composé de 2 parties, en fin de compte. La première est une biographie intitulée Ernest Gainsbourger, un homme ardent et engagé. Je vais dire pourquoi j'ai utilisé le mot ardent. Quand Ernest Gainsbourger est arrivé à Bayonne, sans concours, ce qui était tout à fait étonnant, puisqu'on a dit en Suisse, il a été recruté sur concours. En Belgique, il a été recruté sur concours, à Bayonne sans concours. Et en fin de compte, les membres du consistoire de l'époque, en particulier le président du consistoire Millot, qui dit « Écoutez, il nous faut un rabbin ardent ». Et j'ai trouvé que le terme était ardent, ça voulait dire quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui va réveiller la communauté. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé ce terme dans l'intitulé de ma biographie. Et la seconde, qui est précédée d'une préface, dans laquelle j'explique l'histoire éditoriale de ce manuscrit, qui est assez compliquée et qui s'est heurté. À un moment donné, il voulait publier. Ernest Gainsbourger voulait publier sous compte d'auteur. Après, plus. Enfin, disons que c'est une histoire et qui effectivement se terminera par son arrestation et le manuscrit qui restera au sommeil. Et cette monographie historique, qui a été rédigée dans les années 30, grosso modo, qui utilise vraiment la méthode historique, c'est-à-dire que Gainsbourger a multiplié les sources. Vous verrez qu'il utilise bien sûr les archives de Bayonne, mais aussi les archives des Basses-Pyrénées, les archives des Landes, les archives du Gers, les archives de Gironde. Donc un travail colossal d'archiviste donc il le rédige une grande partie dans les années 30 et il le réécrit d'une certaine façon en 1940-1941. Et donc c'est pour ça qu'en fin de compte il y a 2 manuscrits vraiment, une partie un peu tapuscrite, d'autres vraiment manuscrites. Et j'ai combiné les 2 pour pouvoir enrichir les chapitres où il y avait des pages manquantes. C'est cet ouvrage, Les Juifs de Bayonne, des origines à la Révolution française, c'est un ouvrage essentiel dans l'historiographie des Juifs de Bayonne et aussi dans l'historiographie des Juifs de France. Dans la mesure où, comme je l'ai dit souvent, c'est le chaînon manquant entre le livre ancien que Gainsbourger éreinte pas mal dans un certain nombre de pages, le livre ancien d'Henri Léon, Histoire des Juifs de Bayonne, qui était paru en 1893. Et puis les travaux, et en particulier les travaux de Gérard Naon, dont M. Veil a parlé tout à l'heure, autour des communautés séfarades du Sud-Ouest, les travaux de Gérard Naon, les travaux d'Anne Zinc, et puis les miens pour le XIXe siècle. Voilà. Donc, il décrit dans cet ouvrage, il décrit la communauté juive de Bayonne des XVIe au XVIIIe siècle, avec ses syndics, ses rabbins,
ses écoles, ses chicaneries, bref, une communauté vivante. Et il relate, il explore aussi toutes les activités économiques des marchands portugais, activités extrêmement nombreuses et dynamiques. Et il relate enfin les relations à travers tout le système d'imposition extrêmement compliqué dans la circonscription de Bayonne, les relations très difficiles et très souvent conflictuelles avec l'environnement chrétien, que ce soit avec le corps de ville de Bayonne, qui est en fait une sorte d'institution concurrente aux marchands portugais, et avec aussi le clergé de Saint-Étienne et de Saint-Esprit. Donc, c'est un ouvrage d'historien avec méthode, rigueur intellectuelle. Et ce que je voudrais dire, c'est que, alors que, comme m'a dit Jean Le Gall, mais vous avez effectué un travail de bénédictin, ce que j'ai rédicté tout de suite en disant travail de bénédictine, vous avez effectué un travail de bénédictin. Et effectivement, ça m'a pris du temps, mais lors de la transcription, j'ai souvent ri, et j'ai souvent souri, et j'espère qu'il en sera de même pour vous, et lisez cet ouvrage. Voilà. Il faut voir qu'on n'a pas cité le livre de monsieur, de mon père sur les Saint-Esprit pendant la Révolution, qui a été reproduit par monsieur Ourmat, qui faisait partie de la Société des sciences et lettres de Bayonne. C'est un ouvrage très important qu'on peut encore retrouver. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est absolument scandaleux que l'ambassade de France n'ait pas détruit ces documents quand la guerre a éclaté. Ils avaient largement le temps de les brûler. Il faut voir que quand les Iraniens ont attaqué l'ambassade des États-Unis à Téhéran, les Américains ont brûlé immédiatement leurs archives pour que les Iraniens ne puissent pas y trouver motif à attaquer ceux qui étaient les partisans des Américains. Et le troisième point, c'est que mon père était assez souffrant quand il a été transféré de Compiègne à Drancy. À Compiègne, deux personnes lui ont fait des bas-reliefs en plâtre que nous possédons encore. Un c'est chez mon fils, l'autre chez moi. Et ensuite, quand il a été à Drancy, il a dit un convoi devait partir. Et il a dit à un des infirmiers, voilà, je vous donne ma montre et ma bague, et moi, je ne laisserai pas partir un convoi sans rabbin. Et c'est pour ça qu'on a récupéré, parce que la personne qui avait reçu la montre et la bague n'a pas été déportée, restée à l'infirmerie de Nancy. C'est pour ça que mon père a disparu, sinon il aurait survécu à la guerre de 40. Je n'ajouterai rien aux mots de M. Gainsburger et simplement je vous remercie d'être venus si nombreux et à bientôt. Et je voulais vous signaler que les interventions des uns et des autres ont été enregistrées et donc nous essaierons de les mettre sur Internet pour pouvoir les écouter à nouveau tranquillement. Voilà, je vous remercie et au revoir.